Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 9 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Ravi de te retrouver, Larry. Welcome back, Larry. Content de revenir. Yeah. Let me just summarize what has happened so far, Larry. Oui. Laisse-moi juste résumer ce qui s'est passé jusqu'à présent, Larry. En ce moment, ce qui se passe en Iran, c'est qu'il y a eu plusieurs informations. Axios a rapporté qu'il y avait eu des explosions dans le sud du pays. Ensuite, les médias d'État iraniens, l'IRIB, ont déclaré que dans la région de Sirik, donc dans le sud de l'Iran, autour de Bandar Abbas, Sirik et Jask, il n'y avait eu aucune explosion. Ce sont pourtant les cibles habituelles, les zones que les États-Unis visent généralement quand ils frappent. À chaque attaque, c'est souvent ces villes ou ces régions-là qui sont touchées. Puis il y a eu une attaque à Konarak. Konarak se trouve dans la province du Sistan et Baloutchistan, dans la région Baloutch, donc dans le sud de l'Iran. Et tu vois, cette zone-là, elle est proche de la frontière avec le Pakistan. Close to the Pakistani border. So it was confirmed by the governor. Donc ça a été confirmé par le gouverneur de Konarak et de cette ville. Ensuite, les médias arabes ont relayé l'information. Ils ont affirmé que les États-Unis avaient déclaré « Nous n'attaquons pas l'Iran au fait ». Ils ont dit qu'il ne se passait rien, que les États-Unis n'attaquaient pas l'Iran. Mais les médias arabes ont rapporté que le Koweït et Bahreïn avaient attaqué l'Iran il y a quelques instants. C'est ce qui a été rapporté jusqu'à présent. Il y a eu une attaque terroriste à Mashhad. En ce moment même, il y avait des funérailles à Mashhad, et l'un de ces terroristes portait un uniforme de Basiji pour tenter de s'infiltrer. Ils ont commencé à avoir des doutes sur lui, alors ils ont essayé d'entrer en contact. C'est là qu'il a ouvert le feu sur 2 membres des forces Basiji à un poste de contrôle dans le sud de Mashhad, et il a tué 2 d'entre eux. He killed 2 of the Basiji forces in Mashhad. And this is the, so far. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'attaque de la part des États-Unis. Il semble que si le rapport est juste, l'attaque viendrait plutôt du Koweït et de Bahreïn. Je ne sais pas quelles sont les capacités de ces 2 pays pour frapper l'Iran, ni si l'Iran réagirait à cela. C'est la situation à ce stade. Et quand on regarde ce qui s'est passé, Larry, entre l'Iran et les États-Unis, on a l'impression que les 2 camps, enfin, du côté iranien, les funérailles sont terminées, et ils vont revenir à une certaine forme de normalité. La situation va se stabiliser en Iran. Et comme les funérailles ont eu lieu d'abord en Irak, puis aujourd'hui à Mashhad, c'était un peu chaotique pour eux de riposter immédiatement. Mais selon vous, comment évolue la situation entre l'Iran et les États-Unis? Donald Trump parle de semaines de guerre à venir. Les États-Unis ne sont pas prêts pour la guerre en ce moment. Si je comprends bien, le dernier à avoir réellement riposté, à avoir lancé des attaques, c'est l'Iran. C'est bien ça? Non, la dernière fois, c'est l'Iran qui a attaqué. Les États-Unis ont frappé l'Iran hier soir. Et ensuite, jusqu'à ce matin, l'Iran attaquait la Jordanie. Les dernières attaques visaient la Jordanie et l'une des bases aériennes américaines en Jordanie. Et donc, jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas riposté à cela. C'est bien ça? Non, ils n'ont pas encore répondu. D'accord. Oui, c'est exactement ce qu'on attend de voir. Vous savez, la réalité, et c'est important pour tous ceux qui écoutent ou regardent, c'est que les opérations militaires américaines ne se déroulent pas dans le vide. Elles s'inscrivent dans un cadre bureaucratique. Dans le cas du commandement central, quand il fonctionne à plein régime, ils mettent en place une task force qu'ils appellent des équipes CAT pour Crisis Action Teams. Et donc, ils s'installent dans un centre des opérations. En fait, il y en a plusieurs au CENTCOM, mais il y en a un principal. C'est là que, dans ce cas précis, l'amiral peut venir s'asseoir dans un fauteuil et voir tous les écrans de contrôle. Plusieurs écrans qui montrent où sont déployées les différentes unités,
avec des mises à jour sur les actions en cours et celles qui sont prévues. Les actions prévues vont nécessiter un certain soutien, généralement à la fois en carburant et en autres ressources. Donc quand on a une équipe 4 qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on sait qu'il y a des opérations en cours. On m'a dit de 2 sources différentes que les équipes 4 ne travaillent plus en continu. Elles sont revenues à un rythme hebdomadaire normal, de 8 heures à 17 heures, 100 heures supplémentaires. Du coup, dans ce genre de situation, on se dit que les réactions qu'on a vues ces derniers jours ne faisaient pas vraiment partie, je ne dirais pas, d'une grande opération militaire. C'était plutôt limité. Et si on regarde le détroit d'Ormuz en ce moment, il n'y a pratiquement aucun navire qui passe du côté omanais. Il y en a encore 4 ou 5 qui transitent du côté iranien. Donc, on a l'impression que les États-Unis vont se calmer, au moins pour l'instant. On en saura plus dans les prochaines heures parce qu'il est actuellement 6h10 du soir, heure de la côte Est, ce qui veut dire qu'il est environ 2h40 du matin en Iran. Donc, il reste encore 3 ou 4 heures de nuit pendant lesquelles les États-Unis pourraient décider de lancer des représailles. Yeah. Larry, do you think that Larry, est-ce que tu penses que quand on a entendu les déclarations de Donald Trump et du corps des gardiens de la révolution islamique, les deux camps disaient en fait que le protocole d'accord ne fonctionne plus? Quelle est, selon toi, la situation actuelle de ce protocole? Rien ne marche. Chaque paragraphe, sans exception, a été violé jusqu'à présent. every paragraph was violated so far? Oui, eh bien, ce sont les États-Unis qui l'ont violé. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu l'Iran faire une déclaration publique pour le rejeter. Certains, comme vous l'avez dit, les gardiens de la révolution, ont affirmé que l'accord n'était plus en vigueur. Mais tant qu'on n'aura pas entendu Arakchi ou Ghalibaf le dire, je pense que l'Iran donne encore l'impression de le respecter. S'y conformer à cause du détroit d'Ormuz. Ils ont dit que le détroit n'était pas fermé. D'accord. Alors, vous savez, tous les navires qui remplissent les papiers et qui sont approuvés, on les laisse passer. Voyons voir. Il y a un bateau de pêche qui traverse en ce moment. Il y a aussi un engin de débarquement, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. On a un pétrolier de produits chimiques qui vient d'arriver. Il se dirige vers l'Irak, vers le port d'Al-Qasr. Et puis il y a un navire appelé le Faraj 3. C'est un cargo général. Lui, il sort, il part pour Oman. Donc il y a un peu d'activité, mais pas énormément. Oui. Vous pensez que les États-Unis vont rétablir le blocus contre l'Iran? Restart the blockade on Iran? Oui, je pense que oui. Je crois qu'ils le feront, mais seulement de nom. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont vraiment les navires pour le faire, mais ils le diront, juste pour la forme. Désolé, je regardais juste. Il y a un autre pétrolier, un transporteur de Last night, Iran exported more than La nuit dernière, l'Iran a exporté plus de 10 millions de barils en une seule nuit, parce qu'il pensait qu'un blocus pouvait avoir lieu et qu'il devait réagir. Les médias iraniens n'en ont pas parlé. C'est Tanker Trackers qui a signalé que cette activité se déroulait dans le détroit d'Ormuz. Et imaginons ceci, Larry. Il n'y a pas de protocole d'accord. Aujourd'hui, CNN a rapporté que le Pakistan et le Qatar essaient de rapprocher les deux parties. Mais alors, sur quoi peuvent-ils s'appuyer? Il n'y a aucune base, rien du tout pour construire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils veulent faire au juste?
Je suis d'accord. Le Pakistan tient absolument à obtenir une solution politique et à en tirer le mérite. Mais la décision revient à l'Iran. Il faut vraiment regarder ce qu'ils font. À Qom, ils scandent avec la foule. À Mashhad aussi, ils scandent. Ils appellent à la vengeance et brandissent le drapeau rouge. Tout ça montre qu'une grande partie de la population veut que le gouvernement prenne des mesures plus fermes. Comme Donald Trump avait apparemment peur que l'Iran l'attaque, au lieu d'utiliser son propre avion, il en a pris un autre et il est parti en Europe au lieu de rentrer aux États-Unis. Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas encore complètement vérifié le cadeau qatari. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de dispositif d'écoute à bord, ni d'autres choses du genre. Donc, ils passent tout au crible. Ils nettoient, ils sécurisent, avant de laisser le président monter à bord. Oui. Larry, voici ce que J.D. Vance a dit à propos de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Soldats, nous sommes arrivés dans cette situation avec un maximum de leviers et de force. Leur programme nucléaire était détruit, leur armée conventionnelle aussi. Et à ce moment-là, certaines personnes au sein du système iranien disaient « Vous savez quoi? On veut changer notre relation avec les États-Unis. On veut repartir sur de nouvelles bases. » Le président a répondu « Très bien, asseyons-nous à la table. Négocions et voyons si les gens raisonnables de ce système peuvent prendre la relève des fous. » Voilà, en gros, l'accord que nous avons conclu. L'accord de base qu'on avait conclu, c'était le suivant. On lèvera notre blocus si vous arrêtez de tirer sur les navires. Mais si vous tirez sur les navires, on va riposter. Et on va riposter plus fort que jamais. C'était ça, l'accord. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient de tirer sur les navires. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 24 heures? Ils ont recommencé à tirer sur les navires. Bon, ils ont été corrects, ils se sont bien tenus pendant environ une semaine, puis ils ont recommencé à tirer. Donc l'accord est très simple, s'ils tirent sur les navires, on va leur tomber dessus, et sévèrement. C'est aussi simple que ça, et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Oui, que des paroles, très peu d'actions. Ils n'ont pas vraiment frappé l'Iran. En réalité, c'est l'Iran qui se retourne contre eux et qui les frappe durement. Surtout les cibles autour des bases en Jordanie, notamment la base aérienne Muwafaq al-Salti, qui a clairement fait des victimes. Donc tu vois, tout ça, c'est juste du théâtre politique en ce moment. Vous avez dit que ça avait fait des victimes en Jordanie. Oui. Uvaneranispotaka Sasia. On ne va pas rapporter ça. Mais, d'après ce qui a été rapporté, le centre de contrôle a été touché, ainsi que leur personnel. Donc je suppose qu'au moins quelqu'un a été blessé ou peut-être tué. En tout cas, il y a certainement des blessés. Oui, je ne sais pas trop ce qui se passe avec ton micro, parce que ta voix coupe un peu quand tu parles. Attends une seconde. Voyons voir. Ah, voilà. Oui, il s'était mis par défaut sur le micro du MacBook Pro, pas sur les Powerbeats. Donc là, on a les Powerbeats branchés. La puissance est avec nous. Oui. Larry, deux choses à propos de ce qu'a dit J.D. Vance. D'abord, ils partent du principe qu'il y a deux forces en Iran qui se battent entre elles ou qui se détestent. D'un côté, il y en a qui veulent conclure un accord avec les États-Unis. De l'autre, je ne sais pas. D'où est-ce qu'ils sortent cette idée de l'Iran? Il faut quand même reconnaître qu'il n'y avait pas grand monde aux funérailles. Ils ont eu quoi? 45 millions de personnes. D'accord? Donc ça veut dire que, en gros,
la moitié des gens sont restés chez eux. Comme je l'ai dit hier et avant-hier, ça prend de l'ampleur chaque jour. On n'a jamais vu un événement funéraire de cette taille dans toute l'histoire enregistrée. 45 millions de personnes sont sorties dans la rue, ensemble, pour faire leur deuil, et si on veut, pour participer à une cérémonie religieuse. 45 millions. Ça remet quand même en question cette idée selon laquelle 80% de la population iranienne voudrait renverser la République islamique. 80%, ça ferait environ 72 millions de personnes. Donc, 45 millions de gens dans la rue. C'est énorme. Je pense que ça veut dire que la moitié du peuple iranien est contre le gouvernement et que Donald Trump doit aller là-bas pour les libérer. La libération devrait avoir lieu. Ou alors, ça peut simplement vouloir dire que les autres 50% n'habitaient pas près de ces villes et n'ont pas pu se déplacer pour y participer. Ça peut être une explication aussi. En fait, hier soir, ils ont frappé l'un des ponts entre Téhéran et Machhad. Oui, apparemment pour perturber les communications ou la façon dont les gens se déplacent de Téhéran à Machhad ou depuis d'autres villes situées entre les deux. Parce qu'il y a pas mal de villes sur cette route, beaucoup de gens passent par là pour aller à Machhad. Donc, ils ont visé cet endroit, ce pont-là. L'autre point important, c'est qu'ils ont aussi frappé un pont à Al-Khala, dans le Golestan, dans le nord du pays. Et ça, je dois dire, c'était un peu déroutant pour moi. C'est bien tout à l'ouest, non? Exactement, exactement. C'est au nord-est, pas à l'ouest. Dans le nord-est, près du Turkménistan. Et ils ont frappé ce pont. Ce pont est important parce que la voie ferrée qui passe au-dessus relie l'Iran à la Chine, de l'Iran au Kazakhstan, puis jusqu'à la Chine. Sur la photo que j'ai regardée hier soir, il m'a pas semblé que c'était un missile. Regarde la photo, Larry. Tu vois? Pour moi, ça ne ressemble pas à un missile de croisière ou quelque chose de ce genre. On dirait qu'une charge placée sur la voie a explosé. Oui, il pourrait y avoir quelque chose d'interne. Ils ont utilisé certains de ces agents en Iran pour tout faire exploser. Comme les moudjahidines du peuple. Oui, exactement. Ils ont ces agents en Iran. Mais pour bien comprendre la deuxième partie de ce que J.D. Vance a dit, attends Larry, je vais te le faire écouter. Le président garde beaucoup d'options ouvertes. Évidemment, je ne vais pas vous dire exactement ce qui va se passer ce soir. Mais le président leur a dit très clairement, le détroit d'Ormuz restera ouvert. Ça veut dire que le pétrole et le gaz continueront d'arriver jusqu'au peuple américain. C'est pour ça qu'on voit les prix de l'essence commencer à baisser. C'est pour ça aussi que les prix du pétrole sont si bas. Parce que le président a dit que cette artère vitale par laquelle on transporte une grande partie de l'énergie mondiale devait rester ouverte. Et c'est ce que les Iraniens doivent comprendre. S'ils essaient de la fermer, il y aura une réponse de l'armée américaine. C'est aussi simple que ça. C'est l'accord. Soit ils le respectent, soit ils subissent exactement ce qui leur est arrivé la nuit dernière. Et ça continuerait tant qu'ils n'auront pas ouvert cette voie et cessé de tirer sur les navires. C'est simple. Il ne sait pas de quoi il parle. D'abord, pour les prix de l'essence aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le pétrole qui vient du Golfe Persique. Le pétrole du Golfe Persique, c'est du brut acide. Un brut moyen, mais acide quand même.
Ce brut acide est envoyé dans des raffineries américaines qui produisent du diesel et du carburant pour l'aviation. Elles ne produisent pas d'essence. Les États-Unis exploitent et pompent beaucoup de brut léger. Du brut doux, celui qu'on utilise pour fabriquer l'essence. Environ 60 à 70% des raffineries américaines, disons 65%, sont conçues spécialement pour traiter le brut acide, celui qui vient du Golfe Persique. Sans ce brut-là, elles ne tournent pas. L'essence utilisée pour les voitures, elle est produite dans d'autres raffineries. Et il n'y a aucune pénurie de ce pétrole-là. Il n'a pas été correctement informé. Et il ne sait pas de quoi il parle. Je pense que la solution la plus simple pour les États-Unis, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. On sait que l'Iran n'a jamais complètement fermé le détroit d'Ormuz. Même pendant la guerre, il laissait quand même passer les pétroliers chinois, pakistanais, irakiens ou indiens. Même en temps de guerre. Le vrai problème dans ce détroit, c'est la sécurité. Comment les gens perçoivent-ils le détroit d'Ormuz? Se sentent-ils en sécurité? Ont-ils confiance pour l'emprunter? C'est là que se situe la difficulté. C'est un problème psychologique, pas physique, dans ce détroit, à cause des attaques. Eh bien, on n'a pas vu beaucoup de pétroliers appartenant à des Européens ou à des Américains. En fait, je n'en ai pas vu un seul descendre le détroit chargé de pétrole à destination de l'Europe ou des États-Unis. Les pétroliers qui partent plein de pétrole, eux, vont en Asie. Oui. Donc si je comprends bien, pour vous, les États-Unis ne vont pas attaquer et ils ne vont pas se lancer dans une guerre totale. Ça n'arrivera pas. Eh bien, pas pour le moment. Ils n'ont pas les forces nécessaires sur place pour faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas s'arrêter. En ce moment, ils ont reçu l'ordre de se retirer. Ils retirent leurs unités par vagues. Donc ce n'est pas comme s'ils les faisaient partir toutes d'un coup. Les États-Unis vont quand même garder certains moyens aériens capables de mener des frappes contre l'Iran, à la fois depuis des porte-avions et depuis des bases terrestres. Mais pour l'instant, les ordres donnés sont de se retirer. Ce qui veut dire que, tant qu'ils se retirent, ils ne sont pas en position de mener ce qu'on pourrait appeler des opérations de combat majeures. Comment s'est passé concrètement le sommet en Turquie et quel a été le résultat pour Donald Trump? Qu'est-ce qu'il cherchait à obtenir de ce sommet et quel était l'objectif principal de son administration lors de cette rencontre en Turquie? Comment décririez-vous cela? Je pense que ça a été un échec total. Qu'est-ce qu'ils ont accompli, au juste? Trump s'est plaint que tout le monde ne payait pas sa juste part, mais on n'a pas vu un seul État dire « Désolé, voilà le chèque, on règle ça, on met notre part sur la table ». Ça n'est pas arrivé. Ils ne se sont pas mis d'accord sur le montant de l'aide à l'Ukraine. Ils ont gardé Zelensky à distance pendant tout le sommet. Il n'a même pas vraiment pu y participer. Il a été tenu à l'écart. Alors sur le papier, ils ont dit « Très bien, on va construire tous ces systèmes d'armes pour l'Ukraine ». Oui, Trump a même dit que l'Ukraine allait pouvoir fabriquer ses propres missiles patriotes dès qu'on lui aurait envoyé toutes les pièces, ce qui prendra, disons, 2 ou 3 ans. L'Ukraine n'existera plus dans 3 ans. En tout cas, pas sous sa forme actuelle. Oui, je pense qu'un des problèmes en ce moment, c'est la façon dont Donald Trump essaie d'équilibrer sa relation avec Israël et celle qu'il a avec la Turquie. Parce que Benjamin Netanyahou essaie de faire pression sur l'administration Trump pour qu'elle ne vende pas les F-35 à la Turquie. Vous pensez qu'il va le faire quand même, à la suite de ce sommet?
as an outcome of this summit? Oui, je pense qu'il le fera. Il va essayer, mais ça devra passer par le Congrès, et le Congrès peut très facilement le rejeter. Donc souvenez-vous, c'est pour ça que les Israéliens voulaient faire adopter cette nouvelle loi pour qu'Israël ne soit plus jamais pris dans ce genre de jeu politique. Yeah. Oui, Benjamin Netanyahou a dit qu'il essayait de créer de nouvelles alliances et que c'est pour ça qu'il cherche à améliorer les relations entre Israël et l'Inde. Mais quel genre d'aide ou de soutien l'Inde peut-elle vraiment apporter à Israël? Qu'est-ce qu'Israël attend de l'Inde? Je ne comprends pas très bien le complexe militaro-industriel. Est-ce qu'ils veulent se tourner vers celui de l'Inde? L'Inde utilise surtout des armes d'origine russe et elle essaie aussi d'en acheter aux États-Unis. D'après ce que je comprends, une grande partie de leur armée repose encore sur du matériel soviétique ou russe. Je ne sais pas combien ils produisent eux-mêmes pour pouvoir aider Israël. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'Israël cherche vraiment à obtenir de l'Inde? What do they want from India, in your opinion? Je ne sais pas, franchement. Ça me dépasse. Les Indiens sont des Aryens, pas des Juifs. Et Modi s'est vraiment ridiculisé quand il est allé en Israël les 24, 25 et 26 février. Il a été d'un servilisme total envers Bibi Netanyahou. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la relation commerciale entre les deux pays. Je suppose qu'Israël est considéré comme un partenaire commercial important pour l'Inde, mais pas au point d'avoir un vrai poids économique. Israël est bien trop petit pour changer quoi que ce soit de significatif dans les affaires indiennes. Donc, ce dont Modi doit se remettre, c'est d'être perçu comme un instrument d'Israël. Et c'est clairement l'image qu'il a donnée lors de sa visite à la fin du mois de février. Oui, pour moi, la nouvelle relation avec l'Inde et avec la Grèce, les deux sont liés à ce qui se passe dans la région. Avec le Pakistan, ils essaient d'équilibrer les choses, parce que le Pakistan n'a pas vraiment de relation avec Israël. Alors, quelle est l'alternative pour eux face au Pakistan? Eh bien, ils vont renforcer leurs liens avec l'Inde. Et pour la Grèce, tout tourne autour de la Turquie. C'est pour ça qu'ils sont en Grèce et qu'ils essayent d'améliorer la relation. Parce qu'au fond, si on regarde la puissance militaire de ces pays, la Grèce n'est pas si importante que ça pour Israël. Et ils savent très bien ce qui se passe à Chypre, entre le nord et le sud, le conflit entre la Turquie et la Grèce, et comment Israël peut, enfin, ils envoient leurs gens là-bas. D'une certaine manière, ils achètent des terrains à Chypre, en Grèce. In this Mercedes Reeves polem, ils sont en train en fait d'aggraver la situation pour Israël. Israël fait tous les mauvais choix. Vous savez, ils sont devenus un paria dans le monde. C'est pas bon, non? D'après ce que vous comprenez, est-ce qu'ils vont réussir à faire adopter ces deux articles au Congrès, les articles 224 et 662, qui sont importants? D'ailleurs, vous avez déjà souligné à quel point c'était essentiel. Oui, non, je pense qu'ils vont probablement l'obtenir. Ils ne devraient pas, mais la direction est encore une fois tellement compromise par l'AIPAC. Ils s'y plient tous, en essayant de manœuvrer avec toutes sortes d'astuces législatives pour que ça finisse par arriver en séance et être adopté dans chaque chambre. Donald Trump a parlé avec Al-Jolani à Istanbul. Il a dit qu'il était prêt à nous aider. Quel genre d'aide veut-il obtenir d'Al-Jolani? Mais ce qu'il veut d'Al-Jolani, c'est justement ce qu'Al-Jolani a dit qu'il ne donnerait pas. Il voudrait qu'ils affrontent militairement le Hezbollah. Et Al-Jolani a dit non. Donc, il faut s'en tenir à ça.
Je ne sais pas. Comment tu trouves ce genre d'idée? Tu vois, quand il parlait d'envoyer des troupes américaines en Israël et au Liban, je me suis dit, quel est l'objectif principal de tout ça? Est-ce qu'il compte remplacer les soldats israéliens par des Américains? Encore une fois, il ne l'a jamais défini publiquement. C'est justement là que ça lui pose problème. Si vous pouvez expliquer au peuple américain pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi il faut accepter ce sacrifice, la plupart du temps, ils disent « Ah, d'accord » et ils ne protestent pas. Mais cette fois, je ne pense pas qu'ils aient ce luxe. Ils ont déjà brûlé les ponts avec les électeurs sur la promesse de pas de nouvelles guerres. Et pourtant, il y a bel et bien eu de nouvelles guerres et de nouveaux enchevêtrements au Moyen-Orient. Leur connaissance de la région est vraiment superficielle, Larry. En gros, ils ne savent rien. Donald Trump lui-même, il appelle l'Iran la République islamique du Japon. Imagine un peu à quel point ce type ne sait rien. Je ne suis même pas sûr qu'il sache ce qu'il y a dans le protocole d'accord. Et J.D. Vance, lui, est complètement ignorant à ce sujet. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'Iran. Ils ne comprennent pas la région. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui prennent pratiquement toutes les décisions dans la région. Ils influencent énormément de monde. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est l'effet de ces funérailles. Je ne peux pas assez le souligner. Peut-être que j'y accorde trop d'importance. Mais quand on réunit 45 millions de musulmans chiites, et qu'en Irak aussi les chiites étaient présents, il y avait quoi? Au moins 4 millions de personnes là-bas aujourd'hui, ou plutôt hier, mercredi. Ce sont des chiffres énormes. Et je pense que l'influence de l'ayatollah dépasse maintenant les frontières de l'Iran. Ce moment de l'histoire du pays est devenu un point de ralliement, une sorte de nouveau départ. Ils ont remarqué le nombre de drapeaux rouges dans la foule, littéralement des millions de drapeaux rouges, qui représentent le fils du prophète. C'est perçu comme un appel à la vengeance. Et c'est bien ce que veut le peuple iranien. Oui, Lavrov a dit aujourd'hui qu'il semble que la Russie, d'une certaine manière, enfin, je ne sais pas si vous voyez une différence entre Lavrov et Peskov, parce que Peskov, lui, a déclaré aujourd'hui que les États-Unis, vous savez, continuent à fournir activement des armes à Kiev. La Russie en est parfaitement consciente et ne se fait pas d'illusions. Et en même temps, il dit que la Russie considère le désir des États-Unis de faciliter le processus de paix en Ukraine comme sincère et qu'elle l'accueille favorablement. C'est ce qu'a dit Peskov. Mais de l'autre côté, on voit Lavrov dire quelque chose de totalement différent, que la Russie ne croira plus à la volonté de l'Occident de trouver une solution négociée à la guerre en Ukraine. Ce sont donc deux positions assez différentes. Je pense que le gouvernement iranien ou les responsables des négociations en arrivent peu à peu à ce point dont parle Lavrov. Est-ce que vous voyez un changement en ce qui concerne le dossier ukrainien, comme une conséquence de tout ça? Ou en gros, est-ce que ce que dit Lavrov, c'est la réalité? Eh bien, Lavrov a été très clair. Il n'y a aucune négociation avec les États-Unis. En fait, quelle était sa phrase exacte? Je l'ai vue il y a un instant. Attendez, laissez-moi voir si je peux la retrouver. Monsieur Lavrov, où êtes-vous? Mr. Lavrov, where are you? Pas là, pas là. Not there. Certainement pas là. Not there. But Lavrov made it clear that Mais Lavrov a bien précisé qu'il n'y avait aucun accord avec les États-Unis, rien à espérer. Disons-le comme ça. Lavrov a déclaré que la Russie ne croirait plus à la volonté affichée de l'Occident de négocier. Selon lui, le stock de bonne volonté et d'espoir est complètement épuisé. Et ça rejoint les déclarations de Peskov, qui a dit clairement « Nous sommes en guerre ».
Ce n'est plus une opération militaire spéciale. Il a décrit ce qui se passe avec l'Ukraine et avec l'Occident comme une guerre, pas comme une opération spéciale. Donc, la Russie, à mon avis, a complètement changé de politique. Et désormais, elle va viser de manière plus offensive les cibles ukrainiennes et celles de l'OTAN. Larry, voici ce que Keith Kellogg a dit à propos de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Laisse-moi te le faire écouter. Il dit « Terminez le travail ». He says, finish the job. Je suis content d'être avec toi, John. Oui, clairement oui. Et je pense que ce mémorandum en 14 points a vraiment embrouillé le sujet. Tu sais, je crois beaucoup au principe de la guerre. L'un d'eux, c'est la simplicité. Alors, je vais te le dire très simplement. Premièrement, on va envoyer l'AIEA pour récupérer l'uranium enrichi, si on peut y accéder, avec des conseillers américains. Et au passage, il n'y aura aucune restriction. On ira où on veut aller. Deuxièmement, on va rouvrir le détroit d'Ormuz et on le fera par la force si nécessaire. Et s'il faut, si un pétrolier est coulé, on prendra leurs avoirs, on les rendra fongibles et on remplacera les actifs que vous avez perdus. Troisièmement, on dit clairement aux Iraniens d'arrêter de jouer avec leurs voisins. On ne s'en prend pas aux Émirats arabes unis, on ne s'en prend pas au Qatar. On n'a pas besoin d'aider le Hamas, le Hezbollah ou qui que ce soit d'autre. Et puis, autre chose, on ne négocie pas d'égal à égal. En ce moment, on les traite comme si c'était le cas. Mais ce n'est pas vrai. Araghchi est un négociateur hors pair. C'est leur ministre des Affaires étrangères. Il a littéralement écrit le manuel de négociation. Ses parents étaient marchands de tapis. Ils savent comment ça marche. Vous avez déjà essayé d'acheter un tapis au Moyen-Orient? Moi, oui. En gros, à un moment, on dit « c'est bon, on en a marre, on arrête, on ne va pas continuer et on termine l'affaire comme il faut ». Maintenant, l'alternative, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Oui, enfin, je veux dire dans le contexte d'un achat de tapis. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, vas-y, termine ton idée. Sois le premier à foncer. Marche en tête de la colonne. On va voir jusqu'où tu vas avant de te faire descendre. Tu sais, on parle d'utiliser notre puissance militaire. Non, on l'a déjà utilisée. Et ça n'a pas marché. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz. Et il va continuer à le contrôler. Et il n'y a strictement rien que les États-Unis puissent faire. À moins de vouloir vraiment régler le problème. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient essayer de le forcer par la force? Oui, mais les pertes seraient énormes et les États-Unis ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Donc voilà, Kellogg. Kellogg est un vieux fou. Il ne sait pas de quoi il parle. Il s'est trompé sur l'Ukraine et il se trompe aussi sur le Golfe Persique. Il a dit que les parents d'Araghchi étaient des marchands de tapis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les marchands de tapis sont très riches. Ces gens-là, vous savez, font partie du haut de la société iranienne. Ils sont vraiment fortunés, si c'est le cas. Et lui, il essaye d'utiliser ça pour rabaisser Araghchi, pour dire « ce type ne vaut rien. C'est juste un fils de marchand de tapis. » Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, à l'époque où les États-Unis essayaient de monter l'opération de sauvetage des otages retenus à l'ambassade, en 1980, ils ont fait appel à un marchand de tapis. Il fournissait des renseignements et les tapis contenaient littéralement des notes cachées à l'intérieur, qui étaient livrées dans la boutique juste derrière l'endroit où j'ai d'abord vécu, dans la région de Washington, D.C. C'était à Chevy Chase, dans le Maryland. J'habitais au Stedman 29, Strathmore Avenue, si je me souviens bien. Et juste derrière chez moi, à mi-pente de la rue, il y avait Parvesian, une boutique iranienne. C'est là que les messages arrivaient.
Alors, vous voyez, je ne dis pas que les parents d'Arakchi étaient impliqués dans la fourniture de renseignements, non. Mais bon, c'est juste un commentaire idiot. D'après ce que je sais, les marchands de tapis sont sacrément malins et ils savent conclure de bonnes affaires, des affaires qui profitent à l'Iran, pas aux États-Unis. Donc, si les parents d'Arakchi étaient effectivement marchands de tapis, je parierais qu'il a appris 2 ou 3 choses sur l'art de négocier. I bet he learned a thing or two about how to negotiate. Yeah, yeah. Oui, oui. Envoyer des inspecteurs de l'IRA en Iran, je pense que ça n'arrivera jamais. Inspectors to Iran, I think that it would never happen. They're not They're going not to get gonna- there. L'Iran ne va pas les laisser entrer. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient des agents de renseignement. Ils ont recueilli des informations sur l'identité des scientifiques du nucléaire et ces données ont été transmises à l'Occident, puis utilisées pour assassiner ces hommes. Donc, je pense que l'Iran a tiré une leçon de tout ça. Mais vous vous souvenez de ce que criaient les foules qui brandissaient les drapeaux rouges pendant les funérailles aujourd'hui? Vengeance. Eh bien, c'est quoi le mot en farsi pour vengeance? What's the Farsi term for revenge? Entegam. Entegam, Entegam, Entegam. Intercom. Oui, Yeah. So they were chanting Intercom. Oui, ils scandaient Antegam, Antegam. Et ça ne veut pas dire discutons ou négocions. Non. Ils veulent que les États-Unis payent dans le sang. Donc, encore une fois, les États-Unis ont pris une décision vraiment stupide en attaquant pendant ces funérailles. Parce que tout ce que ça a fait, c'est, à mon avis, encore plus mettre en colère la population iranienne. Enraged the Iranian population. I don't know. I think you're right. je ne sais pas. Je pense que tu as raison. Ils ne se rendent pas compte du sentiment qu'ils ont créé au sein de la société iranienne. C'est énorme, Larry. Vraiment énorme. Et c'est pour ça que je pense qu'on entre dans une nouvelle ère pour l'Iran et pour le gouvernement iranien. Ce genre de soutien leur donne une certaine confiance, que ce soit dans les discussions, les négociations ou même dans une guerre. Si c'est la guerre, ils auront le soutien total de la société iranienne. Et je crois que c'est ça, le point essentiel pour l'administration Trump. Quand tu entends Donald Trump parler de 45 000 personnes tuées pendant les manifestations hier à Istanbul, il passe complètement à côté du sujet. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que le problème, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'Iran et que tout ce qu'ils ont leur vient ou est manipulé par les Israéliens, à mon avis, parce qu'ils savent rien. Yeah. Well, look, that's why I wrote. I did a podcast. Écoutez, c'est justement pour ça que j'ai fait un podcast, un monologue sur ma chaîne, la chaîne Countercurrents. Et à tous ceux qui nous écoutent, allez voir Countercurrents et aussi Transition Protocol. Pepe et moi, on vient justement de faire une analyse de Transition Protocol aujourd'hui avec le Dr Z. Et je maintiens que l'attaque du 28 février, combinée à ces funérailles, enfin, je ne sais pas si on doit dire une célébration, un hommage, une commémoration de la vie de l'ayatollah Ali Khamenei, a eu en Iran le même effet que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, sur le public américain. À l'époque, il y avait un fort mouvement anti-guerre. Je crois qu'environ 45 à 50% des Américains étaient opposés à l'entrée en guerre en Europe. I think as many as 45-50% of Americans were opposed to getting into the war in Europe. And that attack on Pearl Harbor changed that, flipped it entirely. Et cette attaque contre Pearl Harbor a tout changé. Elle a complètement renversé la situation. Mais ce n'est pas seulement que ça a tout basculé pour la guerre. Ce moment-là a mis les États-Unis sur une trajectoire totalement différente. Une trajectoire qui les a conduits à devenir le pays dominant, la puissance militaire, politique et économique du monde, de 1945 jusqu'à récemment. Les États-Unis aiment encore faire comme s'ils contrôlaient tout, mais on a vu l'érosion de leur puissance militaire. D'abord quand les Houthis nous ont forcés à quitter la mer Rouge il y a un an, et maintenant avec l'échec des États-Unis à renverser la direction et à provoquer un changement de régime en Iran.
Et je pense que cela a encouragé le peuple iranien à résister désormais aux États-Unis avec beaucoup plus de détermination. to now resist the United States strenuously. Larry, do you see Russia attacking one of these Larry, little est-ce que tu states, vois la Russie attaquer un de ces petits États, Lithuania, comme la Lettonie ou la Lituanie, avec le temps? by, or Il faudrait que quelque chose vienne de la Russie. has to be some Ils doivent changer la donne. Russian, they have to change Parce que Donald Trump a dit que la guerre en Ukraine n'avait aucun impact sur les États-Unis. Donc si ça n'a aucun impact, ça veut dire qu'il va continuer, qu'il va envoyer des armes et du renseignement aux Ukrainiens et qu'il ne s'en préoccupe pas vraiment. Alors, comment la Russie peut-elle changer la donne? How Russia can change the game? Well, Russia is changing the game. Eh bien, la Russie change complètement la donne. Elle lance des frappes très violentes sur Kiev et elle vise toute une série de cibles militaires et économiques essentielles à l'effort de guerre qu'elle est en train de détruire. Certains disent « Oui, l'Ukraine tire 1 ou 2 coups en Russie. » C'est vrai, ça cause quelques dégâts, mais pas au point que la Russie doive reculer et dire « On doit s'arrêter, on ne peut pas continuer. » Non, au contraire. Ça a renforcé la détermination de la Russie à infliger une défaite massive à l'Ukraine et à l'OTAN. Et si l'OTAN décide d'escalader, eh bien la Russie s'en prendra à l'OTAN et l'attaquera. You know, Russia is going to go after NATO and will attack NATO. I don't see NATO being that prepared. Je ne vois pas l'OTAN vraiment prête. La production d'armes est très faible en ce moment. Quelle est, selon vous, la situation de la production d'armes aux États-Unis, celle qui pourrait être utilisée en Ukraine ou au Moyen-Orient? Eh bien, les États-Unis ont déjà du mal, même simplement, à produire des armes. Well, the United States has a problem even producing arms. The Tomahawk missile requires 18 rare earth minerals that China Le missile Tomahawk a besoin de 18 minéraux rares que la Chine contrôle. Donc, ils ne vont pas en produire davantage de sitôt. Même chose pour le PAC-3. Pareil, l'attaque MS n'est plus fabriquée. Le HIMARS non plus. Ils n'ont pas vraiment trouvé de bons remplaçants pour l'instant. En fait, les États-Unis essayent de tirer avec une arme vide. C'est un changement fondamental et même dramatique. L'ironie, c'est que l'Iran, grâce à ses villes souterraines, à ses usines de production sous terre et à ses chaînes d'approvisionnement intactes avec la Chine, peut produire tout ce dont il a besoin pour se défendre. Et les États-Unis ne peuvent pas détruire ça, ni l'empêcher. Dites-moi, j'ai bien lu qu'à Mashhad, Mojtaba Khamenei était présent? I have never heard or seen any news. Je n'ai jamais entendu ni vu aucune information de ce genre. Non, il n'y a eu aucun rapport à ce sujet. Je n'ai rien vu du tout. There was no report on that. I haven't seen. I saw. J'ai vu, voyons voir. Attendez, je vais vérifier. J'avais un message, oui. La prière funéraire finale a été dirigée par le fils de Khamenei, Hojat al-Islam Saïd Mustafa Khamenei. Hojat al-Islam Sayyid Mustafa Khamenei. Yeah, Oui, c'est le premier, son fils aîné. older son. Oh, his older son. Ah, son fils aîné. D'accord. Alors, dans la culture iranienne, est-ce que c'était à Mustafa d'être présent, ou bien le fait que ce soit le fils aîné qui soit là allait à l'encontre de la culture islamique iranienne? It's inconsistent with Iranian culture. Usually you have C'est pas cohérent avec la culture iranienne. D'habitude, quand il y a des funérailles, tous les enfants sont là, mais c'est l'aîné qui compte le plus. Voilà. C'est une de ces choses culturelles. Rien d'étonnant. Dans un enterrement, en général, c'est le fils aîné qui reste sur place pour accueillir les gens. C'est comme ça que ça se passe. Et lui, il fait pareil. Larry, il y a eu un reportage au Japon, et tout le monde est en train de s'affoler là-bas, parce que la Chine aurait arrêté de vendre des terres rares au Japon. C'est incroyable, la stratégie que la Chine est en train de suivre. Je ne sais pas s'il se méfie de quelque chose. Peut-être qu'il pense que le Japon va les revendre aux États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'ils font ça. Maybe Japan gonna sell that to the United States. That's why they're doing this. Mhm.
Well, is that uh, Eh bien, si vous vous souvenez, les relations entre la Chine et le Japon ne sont pas vraiment bonnes. Il y a eu cette petite chose qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les Japonais ont tué environ 30 millions de Chinois. Donc je comprends très bien que les Chinois n'aient pas envie d'aller armer ceux qui ont tué leurs parents, leurs grands-parents. Mais je pense que vous avez raison. Ils veulent aussi s'assurer que le Japon ne le fasse pas, pour ensuite tout transférer aux États-Unis. Exactement. To the United States. Exactly right. and no one else in that position to Et personne d'autre n'est en position de fournir des minerais aux États-Unis. Armenia and these countries. Même l'Arménie et tous ces pays réunis ne vont pas jouer un rôle majeur dans cette fourniture. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit avec le Japon. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de la politique étrangère de la Chine. Japan is what is happening with the case of foreign policy of China. They're But don't you so recall- calm. Ils sont tellement calmes. Tu te souviens? Enfin, le Japon est maintenant une république islamique. Je veux dire, Donald Trump l'a dit, donc ça doit être vrai. Désolé. Sorry. Yeah. Oui, merci beaucoup, Larry. So much, Larry. That was hilarious. C'était vraiment drôle. Oui, bon, mon ami, on se parle demain. Talk to you tomorrow. Talk On se to parle you demain. tomorrow. Au revoir. D'accord. Okay. Au revoir.